Bien, je vous remercie beaucoup déjà pour cette invitation, en plus je vais essuyer les plâtres du direct live, ce qui est une première pour moi aussi, parce que pour l'instant j'ai toujours fait des conférences enregistrées en visio. Donc je ne sais pas si vous avez moyen de poser des questions ou de faire signe si vous voulez m'interrompre, mais sinon après je pourrais prendre les questions à la fin si c'est pas possible pendant. Et je vais essayer de tenir dans le temps imparti et de ne pas être trop ennuyeux. Donc le sujet est effectivement un sujet important de santé humaine. Je remets ce site que certains d'entre vous doivent connaître, qui est celui de l'Institut Johns Hopkins, qui recense en temps réel normalement les effets humains uniquement de ce coronavirus et de cette pandémie. C'est surtout pour dire en fait que sur ce petit graphe qu'on voit là ici, qui représente le nombre de mortalités par jour en continu depuis le début de la pandémie, on voit qu'on est à peu près en crête aux alentours de 4 à 6 000 par mortalité par jour. Alors c'est pas du tout pour être, comme j'entends dire, rassuriste ou pessimiste, etc., mais c'est juste pour mettre les choses en perspective. Dans les dernières années, jusqu'à présent, les infections respiratoires qu'on appelle basses, dans lesquelles compte en premier la tuberculose, continuent à faire environ ce même nombre, voire un peu plus, de morts par jour, si on essaie de faire une année. C'est pas du tout comparable à plein d'égards parce que c'est pas les mêmes répartitions, mais en tout cas, c'est juste pour donner un ordre d'idée sur une autre maladie infectieuse qui est celle-ci, ou qui pourrait être aussi le paludisme, qui touche plus de monde, mais qui par contre est moins mortel à l'heure qu'il est. Donc là, c'était pour vraiment la petite présentation purement sur l'être humain, l'espèce humaine. Mais on va effectivement un peu plus se consacrer aux interfaces animalières. Donc, ce virus qui est apparu fin 2019, a priori, en tout cas sur nos radars humains à nous, c'est un virus à ARN, un coronavirus. Il appartient au bêta-coronavirus, et à l'intérieur de cette sous-famille des bêta-coronavirus, il est de la lignée B, qui porte aussi un autre nom de sous-famille. C'est une apparition qui est récente si on est à l'échelle de la phylogénie et de l'évolution virale sur la planète. Si on prend cette petite timeline qui resitue un peu les différents coronavirus d'intérêt humain qui sont arrivés dans les derniers siècles, on voit que 3 d'entre eux sont justement des bêta-coronavirus. Et les 2 derniers, le SARS et le MERS, sont de cette fameuse... enfin, en tout cas, le SARS est de la lignée B et le MERS est d'une autre lignée. Et tous les deux sont apparus comme affectant l'espèce humaine et ayant des origines zoonotiques et une distribution potentielle sur des animaux. Donc c'est pour ça que se pose la question à l'heure actuelle de la portée zoonotique de ce virus. Donc les réservoirs sont assez connus pour les autres bêta-coronavirus, notamment pour cette sous-famille. On a essentiellement les rongeurs, et qui sont ici en bas du tableau de cet arbre, et puis les chauves-souris, qui sont plutôt ici justement. Sarbecovirus est l'autre nom de cette lignée B. Donc c'est vrai qu'on a d'abord d'emblée cherché beaucoup autour des chiroptères pour trouver l'origine de cet animal, même s'il y a eu un temps de gros soupçons sur le pangolin. Pourquoi? Parce que effectivement, si on compare à ce qui s'est passé sur les 2 virus précédents, le SARS et le MERS, on a à chaque fois un premier hôte naturel, un passage d'espèces sur un hôte intermédiaire sur lequel se passent d'autres réassortiments génétiques, notamment des mutations, des recombinaisons avec d'autres coronavirus qui existent déjà
chez cet hôte intermédiaire, qui peut être un animal domestique ou, comme ça a été le cas pour le MERS et le SARS, un animal sauvage. Souvent, l'homme quand même joue un rôle dans cette proximité entre le chiroptère et l'hôte intermédiaire, hein, soit en les entassant dans des marchés, soit en réduisant leur espace, leur habitat naturel pour faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus proches que ça n'est depuis le début de l'évolution. Et ensuite un passage à l'homme par acquisition de pouvoirs infectants sur l'espèce humaine. Pour ce qui est du SARS-CoV-2, on n'a toujours pas trouvé très précisément ni la phase hôte naturelle, ni la phase hôte intermédiaire. Pour l'instant, ce sont des suppositions, et on n'est pas aussi avancé qu'on peut l'être sur les deux autres virus. Et notamment, on a cité un virus d'une chauve-souris qui s'appelle Rhinolophus affinis, qu'on verra un peu après, qui est une chauve-souris sud-asiatique, sur lequel on a un coronavirus qui est très très proche, mais quand on dit très très proche, on donne des pourcentages du génome. Alors, ça va, pour ce qui est de ce virus-là, on est à 96%. Mais en fait, comme on peut voir sur ces, même si je ne vous demande pas d'aller dans le détail de ces schémas-là, mais on voit que suivant les parties du génome et les parties des séquences, les différences sont plus ou moins importantes. 96%, c'est une moyenne. Enfin, c'est sur l'ensemble du génome. Et donc là, en l'occurrence, ce fameux RATG13, qui est celui qui est pressenti comme étant le plus proche du SARS-CoV-2, a quand même des grosses variations dans une partie qu'on appelle la protéine S, la glycoprotéine S, qu'on va voir juste après. Donc, ces divergences à certains endroits clés font que pour l'instant, il n'y a pas du tout d'unanimité pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à l'émergence de ce coronavirus. Alors, comment est-ce qu'on essaye de trouver un peu et d'avancer là-dessus? La première des voies qui a été explorée, c'est celle-ci, c'est celle des simulations qu'on appelle in silico, c'est-à-dire qui ne font pas intervenir d'êtres vivants ou d'expérimentation in vitro, et où on fait marcher, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore une vingtaine d'années, on fait marcher des simulations informatiques, et la modélisation des molécules, attachement les unes avec les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a connu très vite le fonctionnement de ce virus, qui est semblable à d'autres coronavirus, c'est-à-dire qu'il a à sa surface, on retrouve toujours l'ARN qui est encapsulé, et puis à la surface, on a notamment une glycoprotéine qui s'appelle la glycoprotéine S, symbolisée dans beaucoup de médias comme étant le système clé-serrure qui permet d'entrer dans la cellule infectée. C'est pas faux, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin du tout. Et en fait, cette glycoprotéine S, elle est faite de plusieurs unités, une S1 et une S2, et il ne faut pas la voir comme une chaîne, mais plutôt comme un élément en 3 dimensions, qui va se lier à un récepteur et qui fait toute la problématique de ce virus, et toute sa dangerosité, qui est le fameux récepteur ACE2, qui est en fait une enzyme, l'angiotensine converteur enzyme 2, qui est une enzyme très commune chez les vertébrés, et qui est soit libre dans le flux sanguin, soit fixée sur tout un tas de cellules, qui vont des cellules rénales aux cellules pulmonaires, en passant par les cellules digestives. Donc malheureusement pour nous, extrêmement répandu, ce qui fait que les récepteurs à ce virus sont multiples dans les organes humains et dans les muqueuses humaines. Ce récepteur ACE2, quand tout va bien et qu'il n'y a pas de virus, il est utile pour nous, notamment pour des actions de vasodilatation, des régulations de la pression sanguine, de fonctionnement des vaisseaux à l'intérieur du cœur, à l'intérieur des muscles. On en trouve aussi dans les testicules, on en trouve aussi dans le rein. Voilà, il entre en fonction dans beaucoup de mécanismes chez les vertébrés, notamment les mammifères, notamment l'homme, où
Et donc, c'est à ce récepteur-là que se lie cette glycoprotéine S. Alors, la séquence qui fait cette enzyme ACE2, c'est environ 860 à 900 acides aminés. Il y en a 25 qui sont impliqués dans la liaison avec cette glycoprotéine S. Seulement 25. Alors ça, c'est assez important parce qu'on va voir que toute l'intention va se porter là-dessus. Et voilà, pour vous dire que ce n'est pas simplement une clé serrure, c'est plutôt plusieurs clés, plusieurs serrures et plusieurs séquences d'ouverture. Donc on a ce récepteur ACE2 qui est sur notre cellule de mammifère, cellule rénale. Mais en fait, il a besoin de faire rentrer, pour que tout fonctionne et que le virus rentre effectivement dans la cellule, il y a besoin aussi de d'autres protéases comme le TPAMSS2 et la purine qui vont couper à certains endroits cette glycoprotéine S, et à chaque fois qu'elle est coupée, elle va changer de conformation spatiale. Tout ça, on sait le faire, on sait le modéliser. C'est là où c'est quand même relativement très fort, c'est que toutes ces étapes-là, on les connaît cinématiquement, on les connaît énergétiquement, on les connaît moléculairement, presque au niveau de l'atome, et donc on peut les modéliser en fonction de comment est-ce que est la CE2, la purine ou toutes les autres protéases des animaux et des hôtes. Donc c'est là-dessus que s'est porté les premières analyses, c'est-à-dire on a regardé un peu comment était la séquence d'acides aminés d'ACE2 chez tous les animaux. Là, ici, vous voyez un extrait qui est assez amusant, entre guillemets, parce qu'il était sorti d'une étude chinoise qui s'était focalisée un temps sur le fait que le virus pouvait être transmis par le saumon dans les marchés. C'est pour ça que vous voyez apparaître le saumon dans la liste. Bon, heureusement, ça s'est avéré faux, mais on s'est demandé si le saumon n'était pas, et si les poissons n'étaient pas sensibles à ce virus, et qu'ils étaient du coup un vecteur, même une fois mort, de la transmission. Donc ça a été affirmé, alors en particulier par cette étude qui montre qu'il y a que 74% d'homologie avec la CE2 humaine. Mais vous voyez que, par exemple, ici, le chien, on peut être à 90%, le chat aussi. Certaines chauves-souris, on est à moins. Les serpents, on est du même ordre que les poissons. Donc on voit un certain gradient se former qui colle pas forcément avec ce qu'on verra comme étape expérimentale ou dans le même milieu naturel. Pour ce qui est par exemple du chien qui se retrouve en meilleure position que certaines chauves-souris ou je vais y arriver, chimpanzé, pardon, qui se retrouve avec un score assez faible aussi. Donc ensuite, il a été, plutôt que d'utiliser toute la séquence de la CE2, on s'est concentré sur juste les 25 qui sont mises en cause dans l'assemblage avec la protéine S. Donc là, vous avez un score que vous voyez ici, c'est une publication, si vous voulez, qui est très importante parce qu'elle date officiellement de septembre 2020, mais elle circule depuis mars. Et elle a été reprise par de nombreux médias pour justement désigner les espèces sensibles, alors même qu'en fait là-dedans, on n'est que sur du prédictif. Et vous la retrouvez citée énormément parce qu'elle traîne sur Internet depuis mars. Pourquoi? Parce qu'elle était facile à faire, entre guillemets. On a pris ces 25 acides aminés et on les a regardés, on a les séquences dans les banques de données sur Internet, et on a passé un nombre innombrable d'espèces pour savoir sur les 25 de l'espèce humaine. Alors là, vous voyez ici qu'on a tous les probabilités jugées très hautes parce que on est sur des anthropoïdes ou des singes très proches de l'homme, donc ils ont exactement les mêmes 25 que nous. Et puis après, on a un gradient avec de plus en plus de différences dans les acides aminés sur les 25, jusqu'à des espèces qui sont qualifiées de basses parce qu'on est à 20 ou moins de 20 acides aminés en commun. Et déjà, on voit apparaître des problèmes, c'est-à-dire que en probabilité très haute, on voit apparaître des bovidés, des cervidés. Et en probabilité très basse, on voit apparaître des mustélidés comme le bison ou le furet. Or, on voit que ça ne colle pas avec ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, ça
ça pose déjà les limites de ce genre d'investigation théorique. On a aussi fait le même exercice en analysant les liaisons énergétiques entre la CO2 et la glycoprotéine S, ce qui a donné un autre type de gradient toujours théorique. On retrouve à peu près des choses similaires, notamment sur les primates, évidemment. Par contre, on baisse un peu, là, plus la valeur est haute, plus on s'écarte, on baisse un peu sur les bovidés. Mais vous voyez qu'on baisse aussi sur d'autres espèces qui auraient pu nous poser problème, mais le furet se retrouve encore dans une position qui ne colle pas avec ce qui a été. Encore une autre façon d'analyser ces données énergétiques. D'ailleurs, vous voyez, c'est publié dans une revue de bioinformatique pure. Et en classant différents types de liaisons covalentes, de liaisons énergétiques, on arrive aussi à faire varier et à avoir d'autres critères qui font remonter certaines espèces comme le tigre comme étant vraiment à haute probabilité d'infection. Voilà, c'est une autre approche. Et ceci a donné lieu en fait à des scénarios où les gens se sont imaginés qu'est-ce qui pouvait arriver, et donc des publications qui sont arrivées jusqu'aux médias grand public, notamment par exemple sur ces essais in silico, les cétacés sont placés en probabilité très haute. Ils ont un ACE2 très proche, donc il est probable que, alors évidemment on n'a pas infecté de cétacés expérimentalement, donc on ne peut pour l'instant pas le confirmer, mais par contre il y a déjà des gens qui se sont dit, ben, vu qu'on retrouve du virus dans les eaux usées, et que les eaux usées finissent à la mer, imaginons que ces cétacés se retrouvent en contact avec du virus dans l'environnement marin, et qu'est-ce qui se passerait? Du coup, ça crée des réservoirs dans le milieu marin, et ce serait la catastrophe. Donc, tout ça, effectivement, c'est un scénario, mais on est très loin du début d'une preuve pour pouvoir dire que c'est ce qui se passe vraiment. Même chose pour les bovidés, vous voyez qu'ils sont placés très haut sur certaines des estimations. Pour autant, ça résiste aux expérimentations, enfin sur les expérimentations qui ont été faites, ça n'a pas été confirmé, mais on peut toujours aussi imaginer qu'est-ce qui se passe si les bovins sont infectés par l'homme. Évidemment, ce ne serait pas un bon scénario vu le nombre de bovins qu'on a sur la planète. Et enfin, dernière chose, si on a des réservoirs qui se créent, et on voit par exemple le fourmilier ou certaines espèces sauvages sont aussi supposées théoriquement très très proches et très infectables par ce virus, très sensibles. Qu'est-ce qui se passait s'il y avait autant que le dit la théorie, autant de réservoirs que ça dans le milieu sauvage. Donc, tout ça, c'est pour l'instant effectivement la plupart du temps, sauf pour les primates, ça colle pas toujours avec ce qu'on voit se passer dans la vraie vie. Alors du coup, on a passé l'étape du purement théorique pour aller à ce qui se passe d'abord in vitro. Cette évaluation de la connexion entre le récepteur ACE2 et la glycoprotéine S, on peut la faire sur une surface synthétique, on peut la faire sur certaines cellules aussi. Donc c'est ce qui a été essayé, et on essaie de voir quelle est la force de résistance de cet attachement. On peut aussi, je vous ai dit, cette connexion entre le virus et la cellule, mais en marche plusieurs récepteurs ACE2, d'autres protéases comme la furine. On peut essayer de voir quelle est la richesse de ces récepteurs et de ces protéases dans les différentes cellules de différents animaux. Là, c'est ce qui a été fait, hein. On compte, on pose des marqueurs et on compte dans les cellules de fibroblastes de des canidés, dans les lymphocytes T des chèvres. Voilà, on regarde un peu la richesse potentielle en ACE2 ici pour cette publication, et TMP-PRSS2 qui est une autre protéase indispensable, en tout cas dans l'infection humaine, à l'entrée dans la cellule. Et puis, du coup, on a remarqué que ça marchait plutôt bien in vitro et sur beaucoup de cellules animales. Et ça me permet de faire un premier petit aparté qui concerne cette grosse polémique qu'il y a autour de la chloroquine. Alors, je ne vais pas rentrer dans le pour ou contre la chloroquine, mais juste vous raconter une anecdote qui est celle de tout début aux alentours d'avril-mai. En fait, il y a eu
une grosse remise en cause, comme vous l'avez vu dans les médias, de l'intérêt de la chloroquine. Les premiers essais qui ont apporté la chloroquine et l'hydroxychloroquine comme solution thérapeutique venaient d'essais in vitro. Et ces essais in vitro, c'est le sujet de cette publication que j'ai mis ici, ont été faits en fait sur des cellules c'est des cellules très utilisées en recherche, qui sont les cellules Vero6, qui sont des cellules en fait issues de singes verts, et même d'une souche de singes verts de 1962, donc précis, qui sont clonées et reproduites, et qui présentent tout un tas d'avantages de standardisation quand on travaille en in vitro. Et en fait, on a infecté ces cellules, donc ces cellules rénales de singes verts qui ont été infectées par le virus, et sur lequel on a testé l'hydroxychloroquine qui a fonctionné. Or, il s'est avéré que ce singe vert, lui, ne dispose pas de cette fameuse protéase TMPRSS2, qui est celle qui est indispensable pour l'entrée dans la cellule humaine, dans la séquence d'infection de la cellule humaine. Et donc, on a essayé, du coup, on s'est dit, on va essayer de remettre cette protéase dans nos cellules de singe pour voir si ça fonctionne. Or, ça ne fonctionnait plus. À ce moment-là, l'hydroxychloroquine ne marchait plus. Et surtout, on s'est rendu compte que l'hydroxychloroquine marchait parce qu'elle s'intéressait à une autre protéase qui rentrait dans le mécanisme d'infection de la cellule de singe vert. Donc, ça a mis en lumière un problème de méthode important, qui a jeté de l'huile sur le feu sur le fait que l'hydroxychloroquine marche ou ne marche pas. Mais tout ça pour dire qu'en fait, en fonction de la cellule, et justement là, en fonction de la cellule animale qu'on choisit, on ne va pas avoir les mêmes résultats et les mêmes conclusions. Donc à la fin, en fait, on se sert quand même de cellules de chiens, de chats et de primates qui fonctionnent plutôt bien pour faire des expérimentations in vitro, mais on est passé assez rapidement, bien sûr, au modèle animal, qui est un peu une des premières clés de ce qu'on a envie de savoir sur ce virus et les animaux. C'est bien sûr, le premier objectif, c'est de trouver des modèles animaux pour tester les vaccins, pour tester les thérapeutiques, les antiviraux, et comprendre comment le virus fonctionne dans l'animal en entier. Donc à ce jour, on a environ 40 espèces d'animaux qui ont été testés en in vivo, vraiment sur l'animal en entier. Sur les non-mammifères, ça c'est plutôt rassurant, notamment les oiseaux et reptiles, amphibiens, sur lesquels on peut trouver des coronavirus, d'autres coronavirus. On était quand même assez inquiet d'apprendre ou pas qu'il était capable d'infecter par exemple les volailles, qui représentent un volume et un nombre d'animaux très conséquent sur la planète. Fort heureusement, ça ne fonctionne pas du tout, ça ne marche pas sur les poulets et les canards, sauf si on les modifie génétiquement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, on a un gradient sur les retours d'expérience. Donc le premier, c'est les primates non humains. Sur les singes de l'ancien monde, c'est assez facile de les infecter avec ce virus, notamment donc, les macaques, on retrouve le singe rhesus ou le macaque fascicularis, des babouins, avec parfois des difficultés à l'infecter, et ce fameux singe vert qu'on a déjà cité tout à l'heure. On a en général un tableau qui est moins grave que ce qu'on peut avoir chez l'homme, c'est-à-dire que la proportion de cas graves est beaucoup plus faible. On a des infections qui durent moins longtemps, qui sont avec des remaniements, notamment au niveau de l'arbre respiratoire profond et des intestins, qui sont moins catastrophiques. Et en particulier, on n'a pas d'orage cytokinique, sauf, il y a une exception qui est chez le singe vert, où on a effectivement eu sur une expérimentation le déclenchement de cet orage cytokinique, c'est-à-dire un emballement des interleukines et des interférons qui cause du tort à l'organisme et participe en général à la mortalité, ou en tout cas à la sévérité de l'infection chez l'homme. Les autres espèces, on voit vraiment des infections plutôt qui seraient de l'ordre des asymptomatiques ou peu symptomatiques qu'on a chez la majorité des humains. Je fais une petite parenthèse parce que c'est passé un peu inaperçu dans le flot de publication, mais il est assez intéressant de noter sur cette publication-là qui essayait de mettre en lumière
l'infection des singes grivés, des singes verts au virus. Vous voyez ici ce petit point là, c'est un animal qui est PCR positif avant l'infection. C'est-à-dire qu'on prend des singes qui viennent de laboratoire, donc on dit qu'a priori ils sont sains pour tout un tas de maladies, hein, c'est la définition des singes, des animaux de laboratoire, y compris ce virus-là qui en plus est nouveau. Et dans le lot, et c'est la seule publication où on trouve ça, dans le lot, on a trouvé un animal qui est déjà positif, sans que ce soit vraiment clairement expliqué dans la publication. On suppose qu'il y a une contamination par le personnel, mais ça paraît assez étonnant quand on connaît les mesures assez draconiennes de distanciation et d'hygiène qui sont appliquées en laboratoire avec les primates. Si les herpès, etc. ne passent pas, on a un peu du mal à comprendre que ce virus soit passé quand même, mais voilà, on a ici un animal qui était déjà positif avant, d'où l'intérêt en fait de tester des animaux et de ne pas considérer qu'ils sont naïfs et qu'ils ne sont pas porteurs de ce nouveau virus avant n'importe quelle expérimentation. Les singes du Nouveau Monde, là ici sur cette publication, c'est ces deux petits symboles, là, le petit carré et le petit triangle, c'est deux calitricidés de Ouistiti, qui sont dans cette ligne plate où en fait dans aucun organe on ne trouve une réplication active du virus. Hein, vous voyez, les autres sont des macaques, et donc on a des organes dans lesquels on a un taux de copie assez important du virus post-infection expérimentale. Chez les Ouistiti, on a quasiment rien, donc c'est pas des bons modèles, et ils sont beaucoup moins sensibles à ce virus, alors que c'était pas forcément le cas avec le SARS-CoV-1. Ensuite, les carnivores, on a utilisé les chiens, infecté des chiens, avec un résultat là aussi qui est à l'image de ce qu'on voit dans les infections, dans la vie quotidienne, entre guillemets, des pays où on a des gens infectés, c'est-à-dire qu'on a une réaction sérologique, les animaux font des anticorps, mais ils font des symptômes très très frustres, quasiment pas de lésions et très peu d'excrétion en fait. Et ça s'est confirmé donc à l'expérimentation. Alors on a testé le chien vivrin, on en reparlera juste après, une espèce auquel on ne pense pas mais qui est très importante, notamment parce que c'est la deuxième espèce de carnivore, enfin la troisième avec le renard et le vison, qui est élevé pour la fourrure et dont on a des élevages concentrationnaires en fait. Donc le chien vivrin a été testé par une équipe et il s'est avéré qu'il peut aussi être contaminé. Là ici vous voyez ces petits chiens bleus sur cette figure-là, c'est des animaux contacts qui sont mis à T+1 avec les autres qui ont été infectés expérimentalement. Et au bout du compte, un mois après, on a quand même deux animaux qui ont séroconverti et qui se sont donc contaminés par contact. Donc le passage entre les chiens vivrins est possible, expérimentalement. On a expérimenté sur les chats en laboratoire. Là aussi, une des questions qui se posent, c'est est-ce que les chats peuvent se transmettre le virus les uns aux autres? La réponse est oui. Là, vous voyez les animaux expérimentalement infectés qui excrètent pendant environ moins de 5 jours, hein, grosso modo, en moins d'une semaine. Et les animaux qui ont été mis avec ceux-là, mais qui sont naïfs, et qui se sont contaminés au bout de 5-6 jours, ils se mettent à excréter. Donc la transmission entre chats est possible. Là aussi, on a des excrétions de ces animaux. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette étude, et ça n'a pas été mis assez en valeur, on a recontaminé des animaux déjà contaminés, c'est-à-dire qu'on les a rechallengés avec le virus une semaine ou 2 semaines plus tard, et ils n'ont pas réexcrété. Ça, c'est assez intéressant. Les mustélidés, on en parle beaucoup en ce moment, hein, donc le furet est une espèce de laboratoire qui est un peu onéreuse, mais qui maintenant, sur laquelle on se rabat parce qu'elle est plutôt sensible. Là aussi, une transmission par aérosol a été mise en évidence entre deux animaux dans cette publication. Vous voyez qu'il y a un système de traitement d'air qui a été mis en place, qui est des animaux qui sont à plus d'1 mètre de distance, mais qui partagent un même air filtré moyennement, peuvent se contaminer. Voilà, on voit très nettement ici la contamination de ces animaux.
Alors pareil, ils excrètent peu, ils sont peu malades, hein, ça ne dure pas très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette publication, ils ont comparé un influenza virus sur les mêmes furets, hein, enfin pas sur les mêmes animaux, les mêmes individus, mais ils ont fait un lot avec le SARS-CoV-2, un lot avec le SARS de 2003, et un lot avec l'influenza virus, qui sont aussi capables d'infecter les furets. Et vous voyez quand même que ça passe moins bien et ça donne des moins fortes réactions avec le SARS-CoV-2 qu'avec les deux autres virus, notamment l'influenza virus, qui passe très bien entre les furets et qui en plus, pour lesquels ils sont un peu plus malades. On est en attente de publication sur des vivirélés, notamment cette fameuse civette palmiste qui a été importante dans l'épidémiologie du SARS-CoV-1. Il y a des expérimentations qui ont été lancées pour les infecter et pour voir si elles sont capables d'excréter et de potentiellement devenir réservoir de ce nouveau coronavirus aussi, mais il n'y a rien de publié pour l'instant. Et évidemment, quand on a ces retours d'expérimentation, notamment sur les carnivores, il est toujours important de savoir que on peut faire dire, notamment quand ça passe aux grands médias, beaucoup de choses. La plupart du temps, on a une séroconversion qui est assez facile. On a des publications où elle atteint facilement 50% de la population, des effectifs. Mais par contre, l'expression et la contamination sont beaucoup moindres que ce qu'on peut voir chez les primates. Et surtout, il faut garder à l'esprit que quand on fait ces expérimentations in vivo, on utilise des très hautes doses de contaminants. On met en général directement dans la trachée ou dans le nez des doses qui sont beaucoup plus élevées, avec un facteur 10 puissance grosso modo 3 ou 4, par rapport à ce qu'on peut trouver comme dose contaminante dans la vraie vie d'un humain qui excréterait du virus, par exemple. Donc forcément, on est extrême et on a des réponses forcément aussi extrêmes par rapport à ce qui se passe vraiment dans le milieu naturel. Autres expérimentations qui ont été menées là sur les animaux de rente, parce que c'est évidemment un gros souci si jamais on a une contamination dans les animaux, dans les filières de viande. Les porcs s'infectent plutôt mal. Alors là, vous avez des contradictions entre certaines, mais ça vient aussi des méthodes, hein, entre certaines publications. Là, ici, sur cette première qui a été faite assez tôt par les Allemands, on n'a pas de contamination. Ici, vous voyez qu'on a 2 animaux sur 16 qui ont présenté à 3 jours un petit peu d'excrétion dans les fluides, notamment sur le lavage nasal. Bon, c'est vraiment pas grand-chose. Là, ici, vous voyez, dans les tissus, à 13 jours post-infection, on a aussi un animal qui a un peu de génome viral dans les tissus. Donc, grosso modo, ça passe très très mal, plutôt. Et chez les bovins, c'est pareil, malgré ce qui a été annoncé par la théorie. Il y a eu notamment une seule expérimentation qui a été menée avec 6 bovins. Alors, les bovins, c'est pas des souris, donc c'est déjà plus difficile d'avoir un grand nombre d'animaux à gérer en expérimentation. Mais là, c'est pareil. Non seulement il n'y a pas de transmission entre les animaux, et puis on a quelques animaux qui excrètent un tout petit peu. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est surtout sur les 2 premiers jours. Et puis après, voilà. Ça éveille une très faible séroconversion chez les animaux. Donc, pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle. Sur les rongeurs, évidemment, on se heurte au problème que les rats et les souris ne sont pas sensibles à ce coronavirus. Donc on ne peut pas s'en servir pour tout un tas d'expérimentations liées aux virus, liées aux antiviraux ou aux vaccins. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on manipule les souris pour leur injecter en leur injectant des adénovirus, on arrive à leur incorporer la variante ACE2 humaine et à leur faire exprimer ça, où on les manipule avec des techniques génétiques pour essayer de les humaniser. Mais bien sûr, ça a des limites parce que on n'humanise pas toute la souris, et notamment toute la chaîne de réaction immunitaire qui va rester pas entièrement celle de l'homme. Et puis, il faut noter aussi, parce que il y a eu des alertes dans les grands médias pour dire et si les rats de Paris devenaient infectés au coronavirus,
Et périodiquement, on a des rumeurs de mais si les rongeurs, etc. Par exemple, il y a d'autres virus comme les hantavirus ou des bactéries comme les Rickettsia qui sont capables de faire des syndromes fébriles très très proches des signes cliniques du SARS-CoV-2 chez l'humain, transmises par les rongeurs, là par contre qui passent très bien du rongeur à l'homme, et qui peuvent donner justement cette fausse peur qu'il y a eu transmission d'un virus qui donne des états fébriles et des symptômes respiratoires. Et en fait, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, on a une famille qui est celle des hamsters de Syrie notamment, où là, on a, oui, une contamination. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que dans cette famille, il y a des souris, plutôt donc des souris du Nouveau Monde, hein, c'est le continent américain, qui sont sensibles à ce virus. Là, c'est une souris, on appelle souris sylvestre, mais c'est une souris qu'on trouve en Amérique du Nord et en Amérique centrale, qui expérimentalement peut tout à fait être infectée. Vous voyez ici les résultats sur l'infection expérimentale, où on a une excrétion au moins importante sur la première semaine. Donc ça effectivement, ça pourrait être éventuellement un sujet de création de réservoirs dans les espèces sauvages. Et puis d'autres taxons qui ont été essayés. Alors, on s'est bien sûr focalisé sur les chauves-souris. Ça, c'est la fameuse et très jolie Rhinolophus affinis qui a été citée comme exemple le plus proche du SARS-CoV-2. Mais on a beaucoup plus de roussettes d'Égypte et d'animaux comme ça qui sont en contact avec l'être humain de manière plus rapprochée, y compris dans les parcs zoologiques. On a fait des infections sur la roussette d'Égypte. Il n'y a pas de symptômes, comme pour beaucoup de coronavirus, les chiroptères montrent peu de symptômes, ils arrivent à gérer l'infection. Mais par contre, ils excrètent, et on a vu des excrétions jusqu'à 12 jours chez la roussette. Hein. Vous voyez ici, ce point à 12 jours, il peut être un petit peu inquiétant, et puis des réplications virales dans pas mal de tissus des animaux, y compris proche du nez ou au niveau de la peau. Donc, ça peut passer. Voilà. Ça peut passer, toujours avec des très hautes doses de virus expérimental, des doses infectieuses très hautes. Un autre animal qui est cette fameuse toupaï, qui est un animal très très original du point de vue taxonomique et au niveau de l'évolution, puisqu'il a des caractères, il a réussi à hériter plein de caractères des primates, ce qui en fait une espèce de choix comme modèle, parce que c'est plus facile à gérer que des primates en laboratoire, et ça partage certaines communautés au niveau immunitaire. Donc ça a intéressé beaucoup les chercheurs qui se sont dit qu'ils tenaient là peut-être un bon modèle à travailler. En fait, on a peu de signes cliniques chez les toupaïs. Il y a un papier qui a été... Et puis des lésions qui sont peu importantes, vous voyez, sur les infections de 3 classes d'âge d'animaux, on a finalement peu d'animaux qui ont des lésions importantes sur les organes, donc finalement c'est pas un très bon modèle du point de vue de la pathogénie. Et donc là on quitte tout ce qui est expérimental et on va finir avec ce qui se passe vraiment alors qu'il est dans le milieu naturel, entre guillemets, puisque ça inclut aussi ce que l'homme déclenche. Alors là, les premiers cas constatés très tôt, dès février-mars, on entendait parler, c'est les carnivores domestiques. Comme le confirmait l'expérimentation, il y a des passages chez le chien depuis les personnes infectées. Il y a des passages chez le chat aussi. Maintenant, on est sur les mêmes, à peu près les mêmes ordres d'idée de pas de passage systématique. Là, vous avez une étude qui a été faite, elle est assez intéressante, qui a été faite assez tôt dans la pandémie par une équipe d'Alfort, de Maison Alfort, où ils se sont intéressés, il y avait des élèves qui étaient positifs au Covid, et qui du coup, dans la CTU, ces élèves avaient des chiens et des chats, donc ils ont pu faire des prélèvements directs pour voir ce qui se passait, et en fait là vous avez ici le taux d'infection des élèves,
Et là, vous avez les animaux pendant l'épidémie, après l'épidémie, on a très peu de séroconversion, donc très peu de passages, donc c'est pas systématique. Il faut qu'il y ait, à l'inverse, vous avez une autre étude qui est sortie là il y a moins longtemps que ça, qui fait à peu près le même genre d'études sur des endroits où on a des taux de Covid importants chez l'être humain, et qui trouve des séroconversions pour le coup, un peu plus chez le chat que chez le chien. Vous voyez ici en vert, des animaux qui ont été en contact avec des personnes infectées. Donc on sait que ça peut passer, ça colle avec le tableau expérimental, c'est-à-dire que ça peut passer, après il n'y a pas forcément le virus ne reste pas très longtemps et n'est pas très excrété par les animaux. Mais ça reste quand même voilà, une autre étude qui avait été faite sur les chats à Wuhan, en Chine, très tôt dans l'épidémie, où on avait aussi une séroconversion qui était de l'ordre de 14 à 30% des chats qui avaient séroconverti dans les quartiers les plus touchés. Voilà, mais c'est de la séroconversion, c'est pas de discrétion. Donc c'est pour ça que ça a incité et l'OMS, et l'OIE, et la FAO à marteler le double message que les animaux, les carnivores domestiques ne sont pas une source importante de virus et donc ne doivent pas être considérés en termes d'euthanasie mais que pour autant, il est mieux de ne pas s'en approcher et de limiter les contacts quand on est malade, ne serait-ce que parce que déjà, on peut les rendre porteurs inanimés, hein, juste en les touchant, on met du virus à leur surface, qui va du coup persister dans l'environnement. Et puis que voilà, c'est pas la peine d'essayer de faire persister ce virus ou de les réinfecter périodiquement avec. Mieux vaut utiliser les mêmes mesures barrières. Alors les furets domestiques, c'est une question qui est très très chaude en ce moment avec ce qui se passe sur les bisons. Pour les furets domestiques, en fait, on a cette étude qui est très intéressante parce qu'elle a été menée dans deux familles où il y avait des personnes qui présentaient des symptômes. Vous voyez ici le tableau des humains et ici le tableau des animaux dont aucun n'a été infecté. En fait. Donc c'est pareil, ça passe pas très très bien. Au PZP, c'est la même chose. On a eu un cas de figure de propriétaires de furets sur lequel en fait la transmission n'a pas eu lieu non plus. Les parcs zoologiques, alors vous avez tous entendu parler des cas chez les grands félins. Il y en a effectivement, alors qu'il y en a eu à New York, il y en a eu plus récemment à Knoxville aux États-Unis, et je pense vous prédire que dans quelques jours vous aurez un cas en Europe parce que j'en ai entendu très fortement parler. Ces animaux sont sensibles comme les chats, peut-être même un peu plus si on regarde la théorie. Disons, ils présentent des symptômes de bronchite, d'infection passagère. Il y a un petit peu plus de signes cliniques que chez le chat, ou au moins autant. On a eu un cas chez un puma en Afrique du Sud, un seul cas. Et juste pour faire la balance, au PZP, on a lancé une étude dès mars 2020 sur tout un tas d'espèces de primates, félins, mustélidés. On n'a eu aucun cas positif, malgré des soigneurs qui ont pu être positifs à un moment donné, éventuellement asymptomatiques ici. On n'a aucun cas. Et j'allais dire, les cas quand même en parc zoologique, quand bien même le cas européen va s'avérer dans les quelques jours, on est en dessous des 10 cas depuis le début de l'épidémie, ce qui fait que ça passe pas forcément facilement. Alors, il faut surveiller les animaux, c'est ce qu'on continue à faire, voir s'il n'y a pas un passage à bas bruit. Mais il faut aussi éviter ce genre de choses. Ça là, vous voyez que la mesure barrière que vous faites avec votre voisin ou votre collègue, vous pouvez la faire aussi bien avec un tigre, c'est pas parce qu'il y a une clôture que ça empêche le virus de passer de l'un à l'autre. Donc, et les 3 zoos sur lesquels il y a eu ce passage confirment que oui, il y avait une proximité avec les soigneurs au moment de la contamination. Dans le milieu naturel, on a fait des essais. Alors, les investigations dans le milieu naturel sont un petit peu, bien sûr, empêchées pour l'instant par le Covid qui limite les interventions des équipes de recherche sur le terrain. Mais pour l'instant, pangolin, chauve-souris, civette palmiste, etc., on n'a pas trouvé de réservoir de virus ou de circulation du virus. Il y a eu un moment des fausses rumeurs qui ont circulé sur les tigres en milieu naturel dans
réserve en Inde. C'est pareil, ça a été infirmé, hein, ce fameux tigre qui est mort en mars au bord d'un plan d'eau, il était mort d'un bézoar, c'est-à-dire d'une occlusion du tube digestif et en aucun cas de virus. Pareil, des lémuriens avaient été signalés comme mort suspecte à Madagascar. Alors oui, par exemple, le Propitech, théoriquement, vu son ACE2, est extrêmement sensible à ce virus, mais on n'a aucun cas, et Pasteur a analysé plusieurs lémuriens morts à Madagascar, on n'a eu aucune circulation du virus. Alors ça, c'est pour la petite histoire. Madagascar est seul à produire en grande quantité ce breuvage qui s'appelle le Covid organique, qui est en fait un dérivé d'une plante utilisée pour la lutte contre le palu, et qui est censé les prémunir du virus. Et effectivement, ce n'est pas du tout prouvé, et c'est même dangereux parce que ça baisse la résistance, ça peut augmenter la résistance à certains antipaludéens. Une espèce sur laquelle, par contre, ce serait assez intéressant d'investiguer, vous avez tous vu ces images en mars-avril, suite au confinement en Inde, de débarquement de primates dans les villes, à la recherche de nourriture parce qu'il n'y avait plus d'humains. Il n'y avait plus d'activité humaine, etc. Ces animaux sont très en contact avec la population, donc c'est des animaux qui seraient très intéressants d'investiguer. Ils ont un statut particulier qui fait qu'on ne peut pas trop les capturer et les prélever facilement, socialement. Mais ça serait vraiment très intéressant, là par contre, de voir dans ces endroits-là si on a une circulation ou pas du virus. Et puis il y a le fameux cas particulier des visons. Alors le vison, avant d'être cette espèce-là, c'est vraiment celle-ci. Hein. Effectivement, on en a fait un élevage pour la fourrure. Donc d'un coup, l'Europe a découvert qu'on faisait de l'élevage pour la fourrure encore en 2020 et qu'on avait des dizaines de millions de ces animaux en élevage très intensif. Il y a plus de 100 millions d'animaux qui sont concernés par ça, dans des élevages très haute densité, qui sont la meilleure moyen de faire circuler le virus, parce que les animaux sont très proches. Hein. Les visions dans le milieu naturel, ce sont des animaux solitaires. Vous avez juste une cellule familiale pendant un très bref temps de la saison. Là, on les bascule dans une proximité de 3, 4, 5 par cage. Donc évidemment, il n'y a pas mieux pour faire circuler un coronavirus, et de façon rapide, très, très, très élevée en termes de charge virale et de fréquence. Donc il y a eu la mise en évidence de la circulation chez les visons et surtout du retour vers l'homme, avec 2 cas aux Pays-Bas dans l'été et 12 cas plus récemment, qui sont peut-être plus que 12 au Danemark. C'est ce fameux cluster 5 dont vous entendez beaucoup parler en ce moment dans les médias. Alors, la séquence a été donnée il y a quelques jours par les Danois. Il se trouve que si on confronte ça, c'est des mutations qui font peur à tout le monde parce qu'elles arrivent sur la glycoprotéine S et que c'est là-dessus que sont basés tous nos espoirs de vaccins. Donc si jamais on fait trop varier, si une mutation fait trop varier la glycoprotéine S, on risque d'avoir des vaccins qui marcheraient moins bien si ces mutations venaient à perdurer et à s'installer chez l'espèce humaine. Alors on s'est focalisé là parce que il y a eu cette histoire de cluster 5. Alors c'est pas que ce soit, je pense que le principe de précaution qui a été pris par le gouvernement danois a tout à fait son sens. Pour mettre ça en perspective, il faut quand même dire que il y a d'autres mutations qui sont déjà arrivées sur la glycoprotéine S depuis qu'on suit les évolutions des mutations du virus depuis mars-avril. Et donc ce cluster, alors elles sont plus ou moins nombreuses, mais en tout cas les mutations qui pourraient amener des problèmes chez l'homme ont déjà été vues par les Pays-Bas, mais il n'y a pas eu autant de retentissement. Et parfois sont arrivées, on en a vu en Russie, on en a vu, donc c'est pas complètement nouveau. Et c'est là que je finirai, c'est que vraiment il est important de savoir que là on est en train de parler d'espèces de carnivores sensibles à ce virus et qu'on élève de façon extensive, qui sont effectivement le meilleur terreau pour la circulation du virus, sa mutation, sa recombinaison. Et on a d'un côté les visons, où vous voyez qu'il y a quand même une grosse part qui est en Chine. Or, la Chine ne communique pas du tout, à part dire que tout va bien. La Russie ne communique pas, l'Ukraine ne communique pas, la Pologne ne communique pas, et pourtant c'est
une partie importante de ce carré gris clair ici, c'est pas le Danemark, c'est aussi les autres pays. Et de l'autre côté, vous avez le chien vivrin, qui représente aussi un important, vous voyez, 100% en Chine, mais un important volume d'élevage, et qui lui aussi est sensible, et sur lequel on n'a aucune information. Donc je pense que on devrait être concerné un peu par ces blancs, ou ces noirs pour l'instant, vis-à-vis de la circulation du virus. Je vous invite à aller visiter ce site qui s'appelle NextStrain, qui vous montre un peu l'évolution des mutations avec le temps et qui vous montrera qu'il n'y a pas qu'une mutation et que en fait, depuis le début, forcément, ce virus mute et se recombine beaucoup. On va voir apparaître sur cette animation là, qui représente de janvier à septembre, des petits points jaunes de temps en temps qui sont ceux justement sur lesquels il y a des anomalies sur la glycoprotéine S. Donc c'est pas tout ça pour redire que c'était pas forcément nouveau. Donc pour conclure, en fait, je redis que le message, c'est que même si certains pays comme la France avaient déjà prévu d'arrêter les élevages de visons à l'horizon 2025, bon là c'est en train de s'accélérer, hein, je pense que... alors ça s'accélère à ceci près qu'en Danemark, si vous lisez bien ce qu'a dit le Premier ministre, en fait, 2021 dans des cages, mais par contre après on verra. Donc ça c'est une première petite pierre dans l'édifice. La Chine prend aussi ce même genre de résolution et affiche en fait que, alors là on n'est plus sur le vison ou le chien vivrin, mais on est sur 45 espèces qui sont élevées et qui pourraient aussi être incriminées dans la circulation du virus. Donc s'ils tiennent promesse, ce sera déjà effectivement une bonne chose. Pour conclure, en fait, alors j'ai pris volontairement un Bernard Lermite parce que j'aime bien ça, mais surtout que c'est pour l'instant une espèce qui est très éloignée de la problématique du coronavirus, mais si on reprend un peu le résumé de ce qu'on vient de se dire, on a d'un côté tout ce qui est in silico qui permet d'évaluer les facteurs de risque en génome de part et d'autre, hein, chez le virus comme chez l'animal. Ensuite, on a l'in vitro qui permet de tester les souches virales et du coup de voir un peu comment se passent les mécanismes cellulaires et la mortalité cellulaire. Ensuite, on passe à l'in vivo, où on peut infecter les animaux en utilisant des doses élevées parce qu'on doit être sûr d'avoir des résultats. Et là, on voit comment ça se passe au niveau immunitaire. Ça, c'est important parce que ce qu'on voit en in vitro seul ne tient pas compte de comment l'organisme en entier va se défendre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout le même résultat entre une cellule de chauve-souris et une chauve-souris en expérimentation. Et puis après, on a ce qui se passe dans le milieu naturel qui dépend forcément de l'environnement. C'est pour ça que le furet ne va pas s'infecter pareil dans un laboratoire que dans une ferme d'élevage. Et qu'un furet ne va pas s'infecter pareil dans un laboratoire où on le met dans des petites cages ou chez un particulier. Et on pourrait voir effectivement apparaître des recombinaisons et des mutations. Ça peut donner lieu donc à la création de scores, comme la FAO essaye de le faire, pour catégoriser les risques sur les animaux sauvages comme domestiques. Et donc ça m'amène à la conclusion qu'on doit vraiment travailler main à main. Alors évidemment, ma position de vétérinaire me fait plaider pour ça, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que les vétérinaires connaissent les coronavirus depuis longtemps, et chez le chat ou chez les volailles et chez le porc, depuis longtemps, on sait gérer des populations indemnes et faire disparaître le virus dans des populations animales, en tout cas réduire son occurrence. Il faut renforcer la surveillance chez tous les animaux, suivre les variants qui peuvent apparaître et suivre la sérologie pour voir si ça circule à bas bruit. Et surtout mettre les mêmes mesures barrières qu'entre les humains, parce que ça fonctionne bien aussi. Voilà. J'ai fini et donc du coup je vais pouvoir répondre à vos questions. Et je vous remercie beaucoup. J'espère que c'est très dur de parler devant un écran sans voir personne, mais j'espère que vous êtes toujours là. Et je vais vous écouter. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très intéressant. On va avoir du mal à applaudir, mais je pense que le cœur y est. Donc, si quelqu'un a une question, je vois une main levée quelque part. Oui. Attends. Alors, moi, je ne sais pas si je dois mettre Oui, moi aussi. Voilà, moi, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien poser une question. J'écoute. J'y vais, moi, Martine? Oui, vas-y.
Ah bon, d'accord, bonjour et merci. Vraiment, c'était très passionnant, votre séminaire. Et je voulais savoir, vous avez un peu évoqué le pangolin, mais finalement, vous n'en avez pas trop parlé. Alors, on en est où pour le pangolin, là? Alors, le pangolin a effectivement un coronavirus qui comporte certaines séquences qui sont les mêmes que le SARS-CoV-2. C'est pour ça qu'il a été... Initialement, c'est le premier qu'on a trouvé en plus quand on s'est mis à chercher des réservoirs animaux ou des origines animales. Pour l'instant, on a essayé de le mettre dans la catégorie de l'hôte intermédiaire qui a permis de fournir certaines particularités pour l'adaptation à l'homme, que n'avait pas le coronavirus initial de chauve-souris. Mais pour autant, ça résiste à beaucoup de simulations et ça résiste à beaucoup d'analyses. Donc pour l'instant, on en est juste là. Il n'est pas plus à une place préférentielle par rapport à la civette ou par rapport aux chiens vivrains qui sont aussi dans les marchés qui ont été incriminés dans la circulation du virus. Alors donc ça voudrait dire que de toute façon, ce virus, il viendrait de plusieurs origines animales différentes, ou bien on pourrait imaginer que ça pourrait venir de deux chauves-souris différentes. L'hypothèse de chauve-souris est plausible. Vraiment, il y a pour l'instant, pour avoir lu encore des choses hier, il y a vraiment des scénarios qui sont équiprobables pour l'instant, à la fois sur le fait que ça ait circulé sur un ou deux animaux séquentiellement, du même taxon ou pas du même taxon, ou si à un moment donné, parce que l'hypothèse du laboratoire reste quand même, elle traîne. Alors, pas aussi franchement qu'elle a été évoquée au début, où on pensait qu'il y avait la manipulation du génome et qu'on avait inséré la séquence qui allait bien, qui était comme de par hasard celle du VIH, etc. Mais plutôt comme certains animaux sur lesquels on aurait mis tel ou tel récepteur ou enlevé tel ou tel récepteur. Et finalement, voilà, pour l'instant, je ne peux rien dire parce que je vois vraiment, il n'y a aucun consensus. Ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des parties du génome de ce virus chez tout le monde, dans d'autres coronavirus, d'autres espèces en Asie du Sud-Est, alors qu'il est. J'ai encore une autre question. Je veux dire, est-ce que ça aurait pu, est-ce que le virus aurait pu changer, par exemple, un virus de chauve-souris qui va pénétrer dans un homme, est-ce qu'il pourrait, en un cycle, finalement, s'adapter? Est-ce que ça aurait pu se passer comme ça? Est-ce que c'est le filtre humain, par hasard, un accident, moi je dis, hein, je dis pas, c'est pas méchant ce que je dis. C'est une des hypothèses, mais c'est celle qui est la moins probable, parce qu'en fait les changements qui ont dû avoir lieu pour s'adapter justement aux récepteurs ACE2 et aux deux protéases, ça fait beaucoup pour arriver d'un seul coup en très peu de temps. Mais à moins qu'on découvre qu'en fait ça a circulé depuis très longtemps dans certaines populations, voilà, dans les années qui viennent, peut-être qu'on va s'apercevoir de ça. Alors qu'il est, c'est pas l'hypothèse la plus, le passage direct de l'un à l'autre rapidement, c'est pas la plus probable. Ok, merci beaucoup, merci encore. Je vais laisser la place aux autres quand même. Je crois qu'il y a Bertrand qui... Oui, salut Alex. C'était très très bien. Je revois quelques-unes des présentations Covid et celle-là était vraiment très très bien. Alors j'ai un commentaire, une remarque et une question. Alors le commentaire, c'est que je suis forcément d'accord avec toi sur le rôle des vétérinaires, enfin le rôle que peuvent jouer les vétérinaires. Alors je rappelle juste que notre arme principale, c'est l'abattage total. Donc bon, en termes de gestion, on va se méfier pour l'ordre peut-être pour faire ça quand même. Mais enfin bon. Donc ça c'était pour la blague. Le commentaire, c'est que dans plein des articles que tu as présentés, il y en a beaucoup qui sont ou des préprints ou des publications forcément récentes. Donc on a vu qu'en ce moment, il y a vraiment une accélération de la dynamique de publication sur ce domaine, c'est évident, mais que quelquefois, il y a des choses qui passent qui ne devraient pas passer. Et notamment, il y a une figure qui m'a interpellé sur l'article de Fritz sur la séroconversion de chat que tu as présenté. Donc, ce n'est pas celui que tu as présenté, mais dans l'article, il y en a un autre. Tu pourras retourner voir. Il y a une séroconversion relativement forte de chats contrôle et qui sont des sérums de chats qui datent d'avant l'épidémie. Donc là, il y a quand même des problèmes de réaction croisée. Alors, peut-être avec la péritonite infectieuse, qui a aussi un coronavirus. En fait, enfin, je suis complètement d'accord avec toi, mais en fait,
normalement, la péritonite infectieuse ne croise pas. Ça a été repris par plusieurs personnes qui l'ont démontré maintes et maintes fois en sérologie. Mais pour autant, c'est comme chez les primates, de temps en temps, il sort un animal qui est séropositif, effectivement, sur un sérum antérieur, très antérieur. Et ouais, je suis d'accord. Ouais, non, mais tu regarderas parce que, en fait, il y a plusieurs protéines qui sont testées, et là, en l'occurrence, c'est plutôt la protéine N qui ont l'air ou alors il y a des contaminations croisées ou des problèmes. Enfin bon, c'est juste pour dire que la qualité sur les publications, je trouve qu'il est quand même pas suffisant en ce moment, et qu'on voit passer des choses qui ne devraient pas passer, quoi. Enfin, tout à fait. Et j'ai retiré des publications qui traînaient depuis mars, avril, mai, et qui ont disparu, en fait. En fait, oui, parce que vous avez été retiré. Alors voilà, la vraie question, c'est que tu as parlé des mesures barrières à voir un peu partout, y compris avec les animaux sauvages, les parcs zoologiques. Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis en place des pratiques particulières à Vincennes, et lesquelles, s'il y en a eu, pour spécifiquement éviter ces transmissions? Oui, on a mis en place le fait qu'on porte le masque avec le travail aux primates et aux carnivores, ce qu'on ne faisait pas avant. Et on a suspendu un temps l'entraînement, qui est le moment où on fait l'entraînement médical, où on a une proximité très importante avec les animaux. On l'a suspendu pendant plusieurs mois, et puis après on l'a réintégré, mais avec le port de masque. On a posé des pédiluves, alors bon, ça c'est un peu symbolique, mais c'est plus parce que ça permet d'ancrer le fait, l'étape dans la tête du soigneur plutôt que vraiment le portage du virus. Et puis en fait, on fait une surveillance, c'est-à-dire que quand on se pose la question de savoir si on endormirait tel animal, et on n'aurait pas fait parce que le motif n'est pas suffisant, mais qu'en fait il fait partie des espèces sensibles au Covid, maintenant on va le faire, comme ça nous permet de faire une PCR et une sérologie pour voir si ça n'aurait pas circulé. Notamment dans les endroits où on sait qu'on a eu des soigneurs soit suspects, soit positifs, qui ont pu avoir travaillé par le passé. Ça va nous faire un déclenchement d'intervention de plus qu'on n'aurait peut-être pas fait sinon pour aller prélever les animaux. Parce que dans ce contexte, il y a eu pas mal de structures faune sauvage, notamment toutes les observatoires, les organismes les associations qui étudient les chiroptères, qui ont suivi des règles qui avaient été édictées au niveau européen ou au niveau de l'UICN par exemple. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'un peu organisé au niveau des parcs zoologiques, ou est-ce que c'est chacun a fait un peu dans son coin? Il y a eu quelque chose d'organisé parce qu'en fait on a produit une fiche réflexe qui s'est enrichie à partir de mars régulièrement, dans lequel il y avait des prescriptions en termes de désinfection, déjà, là qui ne concerne pas forcément que les animaux, mais qui concernait aussi le public, parce que ça permettait de redonner un peu des vérités sur qu'est-ce qu'un virucide et en combien de temps ça marche, et qu'est-ce qu'une molécule active sur ce virus, parce qu'on va dire n'importe quoi. Des gens qui ont les cages au vinaigre parce que ça avait été mis une fois que ça pouvait marcher. Donc on a essayé d'unifier ça, et du coup, je pense que pour la distanciation avec les carnivores notamment, ça a plutôt porté ses fruits, parce que nombre de parcs zoologiques en Europe ont le port de masque, ont fait attention à comment ils entraient dans les enclos, comment ils nettoyaient, un peu les séquences de travail, et aussi bien aux soins, c'est-à-dire que je parle des soigneurs, mais il y a aussi des vétérinaires qui eux, se rapprochent beaucoup plus de l'animal endormi. Ça sert à rien que je dise aux soigneurs de mettre un masque si moi, quand je fais un examen ophtalmique, je souffle dans l'animal, dans les nuées de l'animal pendant 10 minutes. Quoi. Donc oui, pour répondre à la question, on a essayé d'unifier ça. Et il y a eu des guidelines qui ont été édités pour certains taxons, notamment les primates, notamment les carnivores et les chiroptères, au niveau ex situ captivité. Du coup, je rajoute une petite question. On a parlé de la conséquence du confinement, notamment sur les espèces sauvages, plus de reproduction, moins de dérangements, etc. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour les animaux de parcs zoologiques pendant toute la période où les parcs étaient ou fermés ou avec des fréquentations très réduites, en termes de comportement des animaux, de reproduction, Non, très honnêtement, non.
On n'a pas, non, on n'a pas réussi à voir des effets indirects du fait que les soigneurs avaient peut-être plus de facilité pour faire certains enrichissements. Mais en fait, au niveau reproduction, l'amélioration qu'on a eue, on l'attribue plus à la météo qui était très favorable au printemps du confinement plutôt qu'à l'éloignement du public parce que ça a touché des espèces où j'ai du mal à apprécier le facteur public, quoi. Parce que j'ai eu un retour des unités, de certaines installations expérimentales souris pour lesquelles, pendant le confinement, ils ont eu un fonctionnement réduit, juste d'entretien des populations, et ils ont eu des taux de reproduction bien supérieurs, parce que justement, l'hypothèse qu'ils font, c'est qu'il n'y avait pas de la circulation en permanence dans l'animalerie, il y avait jamais quelqu'un qui passait une fois ou 2 fois par jour, c'est tout. Et du coup, voilà, ils associent le moindre dérangement, y compris en espèces expérimentales, pas uniquement chez les espèces, un moindre dérangement. D'où la question parasologique. Non, on n'a pas pu vraiment la... Après, dans tous les zoos, je pense qu'il y a eu un effet sur certaines espèces. Certains zoos rapportent ça. À l'échelle de l'Europe, c'est possible qu'il y ait eu un effet positif. En tout cas, il n'y a pas eu d'effet négatif, ça c'est sûr. On est sûr que c'est nous qui faisons le buzz quand on va dans les zoos, ça c'est sûr. Je peux poser encore une question? Ou vous voulez passer, Bertrand, vous voulez poser encore une question? Non, c'est bon, je baisse la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Sinon, sinon, dans ce cas-là, Martine, et puis j'en aurai une après, moi, éventuellement, rapidement. Ah, mais non, je t'en prie, Agnès, vas-y. Je peux attendre. Ouais, donc pour les humains, il y a eu des détections de virus dans les eaux usées. Au niveau du zoo, c'est pas possible, plutôt que de faire des prélèvements directement sur l'animal, de faire des contrôles réguliers avec des prélèvements pas trop gênants sur. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est possible. Si on faisait des prélèvements du sol ou des prélèvements, mais je pense que on se ferait peur parce que il est tout à fait possible de trouver du virus. On sait qu'il est capable de survivre très longtemps et que les séquences qu'on a trouvées dans les eaux usées, on peut les trouver assez facilement pendant très très longtemps. Ça pourrait être le fait d'un soigneur qui soit passé par là une semaine avant ou de je sais pas quoi. Donc je suis pas sûr de la portée épidémiologique de trouver ce genre de séquence, alors que en fait ce qui est plus important c'est la source. Et de savoir si l'animal, lui, il a eu une trace, et si c'est passé par l'animal déjà, ça c'est important. Or, on a des outils sérologiques qui sont capables de nous le dire, et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que pour tout un tas de maladies animales, on est embêté, nous, en faune sauvage, parce qu'on n'a pas forcément l'outil sérologique ad hoc. Là, il se trouve que pour celui-là, on a des outils qui ont été développés et qui marchent bien chez quasiment toutes les espèces animales. Donc on sait si au moins il y a une trace immunitaire de passage du virus. Après, si on voit que ça passe de partout et qu'on a des sérologies positives partout, je pense que oui, on pourra aller regarder les eaux usées, les surfaces, mais je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs parce qu'on risquerait de se focaliser et d'avoir peur pour grand-chose. D'accord, merci beaucoup. Moi, ma question, elle avait à voir avec la sérologie, justement. Je voulais savoir, quand vous dites que vous faites de la sérologie, c'est toujours avec, vous recherchez la protéine de surface du virus, ou bien vous regardez des protéines plus internes qui seraient peut-être plus conservées, non? Enfin, je ne sais pas. C'est des sérologies. Toutes les sérologies qu'on fait, c'est en fait entre 6 et 8 sérologies différentes qui vont concerner des séquences différentes. La glycoprotéine S, ou alors juste le S1, ou alors juste le S2, ou la protéine S, enfin la partie N, comme le disait Bertrand, ou l'ensemble d'autres. Enfin, il y a des outils et des séquences et des outils ELISA qui existent maintenant chez Pasteur et qui permettent de vraiment ratisser très large. Alors, quand on va très très large, on porte le flanc à avoir un problème de spécificité et donc à avoir des faux positifs, évidemment. Mais jusqu'à présent, si je crois qu'on a on fait entre 4 et 6, voilà, c'est une autre. Hein. Là, vous avez une sérologie. Et on fait la région RB, le S1, le S2, on fait différents antigènes pour pas louper un truc. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis.